bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous avez passé une bonne journée ou une bonne soirée, une bonne journée ou une bonne soirée. La vidéo ASMR d'aujourd'hui s'intitule Une série où on sort et elle s'inspire tout simplement de la tradition qui consiste à venir sonner aux portes pour Halloween et demander un bonbon où on sort ou des bonbons où on sort. Et donc je me suis dit que j'allais faire une vidéo où j'allais vous conseiller des séries à regarder pour Halloween si jamais vous ne savez pas quoi faire ou vous ne savez pas quoi regarder. Bien évidemment, certaines de ces séries s'adressent à un public averti, tout simplement à cause des sujets qu'elle aborde ou à cause du corps qu'elle peut contenir. Je sais que nos limites dans le corps ou dans l'horreur ne sont pas du tout les mêmes en fonction des personnes. On est tous différents, on a tous des limites différentes. Par exemple, moi je dirais que ma limite c'est Massacre à la tronçonneuse. Et encore, je suis pas forcément fan des films. Déjà tout simplement parce que c'est très gore et surtout parce que dans la saga en tout cas Massacre à la tronçonneuse, le méchant est invincible, c'est-à-dire ils peuvent tout essayer. Il ne pourra jamais perdre, gagner. Je fais attention à mes mots parce que je sais que sur YouTube il y a des mots qu'il ne faut mieux pas dire si on ne veut pas trop se faire censurer. Donc je vais faire attention aussi à mon vocabulaire dans cette vidéo. Mais pour revenir à l'horreur, je dirais que les films d'horreur que j'apprécie, ça serait du genre Pearl ou par exemple Barbare de Zach Gregor, je crois, je sais plus. Vous savez, c'est le film où une fille loue un Airbnb dans une banlieue un peu plus isolée et elle se rend compte en fait qu'il y a des choses bizarres qui se passent. J'ai vu ce film en rentrant de vacances, bien évidemment pas avant parce que vu que j'avais loué un Airbnb, c'était hors de question de regarder ce genre de film avant de partir. Et mon hôte était très gentil, donc je pense pas que j'aurais eu de soucis. Après, je suis pas non plus la plus grande amatrice de films d'horreur. Je sais pas si vous êtes déjà tombé sur cette image sur internet. C'est un iceberg et en fait, il vous montre, je sais pas si les gore, mais en tout cas, les films d'horreur les plus malsains. Et donc, vous avez dans la partie émergée des films d'horreur que je dirais classiques. Et puis après, dans la partie immergée, il y a beaucoup de choses. Il y a des choses dont j'ai lu les résumés que je n'ai absolument pas envie de voir. Et puis au fur et à mesure de l'horreur, c'est au fur et à mesure que vous descendez l'horreur, ou en tout cas le sentiment de malaise est de plus en plus puissant. Et franchement, moi j'ai pas envie de regarder ça. C'est pas des choses qui me donnent envie. Vous savez, genre les snuff movies, non, c'est pas du tout mon genre. Donc voilà, c'est juste pour un peu préciser ce que j'aime en termes d'horreur et ce que je n'aime pas. Et vous allez voir que les séries que je vais vous proposer, certaines sont horrifiques et certaines sont des simples thrillers que vous pouvez regarder tranquillement sans aucun souci. On va commencer par la série classique quand on parle d'horreur, du moins de ces dernières années. Je veux bien sûr parler d'American Horror Story, mais on va parler plus particulièrement de la saison 1984. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas American Horror Story, c'est une série d'anthologie, c'est-à-dire que les saisons en fait sont indépendantes les unes des autres. Vous ne devez pas regarder la saison 1 pour voir la saison 2. Les histoires sont indépendantes. Comme son nom l'indique, c'est une série qui va parler d'horreur aux États-Unis, d'où American Horror Story. La série a été créée en 2011 et est diffusée depuis sur la chaîne FX aux États-Unis. Et c'est Ryan Murphy qui l'a créée. Alors vous connaissez peut-être Ryan Murphy si vous vous intéressez au monde des séries, puisqu'on lui doit des séries telles que Glee, Nip Tuck, Scream Queens, American Crime Story. Il y a les séries Monster qui étaient sur... Enfin, la première saison était sur Jeffrey Dahmer et la deuxième était sur les frères Menendez. Je ne sais pas si vous avez suivi les polémiques au sujet de cette série. Je parle de la série Monster. Il y a eu déjà pas mal de polémiques avec la saison 1 et là c'est aussi le cas avec la saison 2, notamment avec des sous-entendus qu'ils ont fait avec les frères. Bref,
pense à American Horror Story, on pense souvent en première saison parce que la qualité, je dirais pas que la qualité était plus au rendez-vous, mais il y avait une hype beaucoup plus importante. Et le seul reproche que je ferais à American Horror Story, c'est que d'habitude, les débuts commencent très bien. On part sur une très bonne qualité et au fur et à mesure des épisodes, des fois on perd le fil et je trouve ça dommage. Mais aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'une saison qui est un peu plus récente. Il s'agit de American Horror Story 1984. Et si j'ai choisi cette saison, c'est tout simplement parce que je trouve que c'est la saison d'American Horror Story qui est la plus binge-watchable. C'est-à-dire dont les épisodes sont le plus faciles à enchaîner parce que c'est tout simplement un slasher. Pour ceux qui ne savent pas, un slasher c'est un sous-genre du film d'horreur où les personnages vont se faire massacrer les uns à la suite des autres. Et dans cette saison, elle débute à Los Angeles, nous sommes en 1984, mais la plupart des épisodes vont se dérouler dans un camp de vacances, le camp Redwood. Dans ce camp de vacances Redwood, de jeunes citadins vont être engagés pour y travailler, sauf qu'un massacre est sur le point d'arriver. Et je n'en dirai pas plus, je vous laisserai découvrir. Forcément, il y aura énormément de gore vu que c'est un hommage au slasher. Il s'agit d'ailleurs de la 9e saison, il me semble que je ne l'ai pas encore précisé. Et donc si vous aimez les films tels que Souviens-toi l'été dernier, Vendredi 13, Scream, je pense que cette saison devrait bien vous correspondre. Et comme je l'ai dit, c'est vraiment celle où le binge-watching est le plus favorable. C'est vraiment très facile d'enchaîner les épisodes les uns à la suite des autres. Si vous avez l'habitude de regarder American Horror Story, n'hésitez pas à me dire quelle est la saison que vous préférez. La dernière saison d'American Horror Story que j'ai vue, c'est celle qui se passe qui est divisée en deux, double feature je crois, où il y a un écrivain qui part avec sa famille dans un village de pêcheurs. Et puis il y a une seconde partie qui se passe dans les années 60 il me semble, qui parle d'aliens, etc. Mais c'est la même saison. Après avoir parlé de Ryan Murphy pour American Horror Story, nous allons parler d'un autre producteur très prolifique à Hollywood qui est aussi un showrunner, scénariste, etc. Je veux parler de Kevin Williamson, à qui l'on doit la saga Scream, la saga Souviens-toi l'été dernier, mais aussi les séries telles que Dawson's Creek et Vampire Diaries. Vampire Diaries, c'est que pour les 2 premières saisons, il me semble, où il a été avec Julie Blake. Je pourrais en parler des heures, mais aujourd'hui ce n'est pas de DVD qu'on va parler, mais de The Following. The Following est une série de 3 saisons de 15 épisodes chacune, soit un total de 45 épisodes, qui a été diffusée sur la Fox de 2013 à 2015. C'est une série qui appartient au genre thriller, cependant c'est quand même pour un public averti. Pour résumer la série, on a Ryan Hardy qui est joué par Kevin Bacon, qui est un ancien agent du FBI qui a été à capturer Joe Carroll, qui est un tueur en série. Sauf que Joe s'est échappé de sa cellule et une sorte de culte s'est créé autour de lui, une sorte de secte avec des disciples qui reproduisent un peu ses actes. Donc vous imaginez que ce ne sont pas des enfants de cœur et Ryan va tout faire pour capturer Joe. Si j'ai un conseil à vous donner au sujet de cette série, c'est vraiment de ne pas vous attacher aux personnages parce que la plupart ne seront pas présents pour la saison 2. Vraiment, je pense qu'en termes de quota, ça doit être pire que Game of Thrones au niveau du massacre qu'il y a. Donc non, ne vous attachez pas aux personnages parce qu'il est possible même qu'ils ne soient pas là au prochain épisode. Dans cette série, si vous aimez Edgar Allan Poe, vous allez retrouver pas mal d'éléments également, vu que notre cher Joe est un grand amateur de littérature et plus particulièrement d'Edgar Allan Poe, tout simplement. La série n'est pas uniquement focalisée sur Joe, on s'intéresse aussi à Ryan et à ses problèmes en fait, parce qu'on voit que tout ce qui s'est passé avec Joe l'a fortement perturbé. J'ai quand même juste envie d'avertir en ce qui concerne la saison 3, elle est un peu différente des autres. Vu les personnages qui sont introduits, je n'ai pas envie d'en dire plus pour ne pas spoiler, mais je sais que la fin peut en décevoir certains vu qu'on est sur une fin un peu ouverte. Après je pense, mais je ne peux pas trop m'avancer, mais qu'il y a eu pas mal de réécriture pour la saison 3 parce que je me souviens
sont jamais apparus dans la saison 3. Et je pense vraiment qu'entre temps ils ont changé d'idée. Je me demande même s'ils n'ont pas changé de showrunner entre temps. Donc je pense qu'il y a eu quelques réécritures avant la saison 3 et ce qui peut expliquer, en tout cas pour moi, c'est ce qui peut expliquer un peu la différence entre les 2 premières saisons et la 3e saison, même s'il y a un autre élément qui l'explique, mais je ne peux pas en parler parce que je vous spoilerai. N'hésitez pas aussi à me dire si vous avez déjà vu The Following ou une autre œuvre créée par Kevin Williamson. Comme je l'ai dit, il était présent pour The Vampire Diaries, il me semble pour les 2 premières saisons, il me semble qu'il était déjà parti à la 3e. Et ça je pourrais vous en parler pendant très longtemps, même de Julie Blank. Mais voilà, ce n'est pas le sujet de cette vidéo. Vu que tout à l'heure on parlait de slasher, j'ai envie tout simplement de continuer sur la lancée et de vous parler d'une série qui est un pur slasher. Il s'agit de Harper Island. Harper Island. C'est une série qui contient uniquement une saison de 13 épisodes, c'est-à-dire que vous aurez un début et une fin. Elle a été diffusée en 2009, donc elle date un petit peu maintenant. Et elle a été créée par Harry Schosberg. Imaginez, on vous invite à un mariage sur une île au large de Seattle. Vous allez me dire, ça a l'air bien. Sauf que sur cette même île, quelques années auparavant, il y a eu un véritable massacre où plusieurs meurtres ont eu lieu. Nous avons tous les ingrédients pour un parfait slasher. Nous allons suivre dans cette série les mariés ainsi que les invités qui vont se retrouver pris au piège sur cette île alors que le tueur a décidé de reprendre du service. Et comme pour The Following, un petit conseil, ne vous attachez pas aux personnages parce que vraiment, on est sur un slasher et la plupart ne survivront pas à ce mariage. Forcément, on va retrouver pas mal de corps sur cette série. On va suivre les personnages qui vont se faire traquer. Je l'ai vu il y a un moment, donc je me souviens pas si la personne responsable de tout ce qui se passe sur l'île est si évidente que ça. Ce n'est pas très compliqué, mais du moins du souvenir que j'ai, ce n'est pas non plus des plus évidents. Vous allez peut-être vous tromper à quelques moments, mais dites-moi si vous avez une idée de qui est le ou la responsable de tous les dégâts qui se passent sur cette île. Après avoir été invité à un mariage au large de Seattle, cette fois nous allons partir pour un mariage à Nantucket. Si vous êtes sur les réseaux sociaux, vous avez peut-être vu, notamment sur TikTok, cette chorégraphie d'une série avec Nicole Kidman qui s'intitule The Perfect Couple ou Un couple parfait en français. Et c'est de cette série dont on va parler maintenant. Un couple parfait est une série de 6 épisodes qui a été diffusée en septembre 2024 sur Netflix. Il y a quelques semaines à peine. C'est une série qui est inspirée du roman du même nom qui a été écrit par Eileen Hindlebrandt. La série qu'on pourrait qualifier d'un mystery drama a été créée par Jenna Lamia et on y retrouve entre autres Nicole Kidman. On va suivre Amelia qui est sur le point d'épouser Benji qui appartient à l'une des familles les plus riches de Nantucket. Sauf que la veille du mariage, une personne va perdre la vie et tout le monde va devenir suspect. Si vous avez envie de regarder une série sans vous prendre la tête et qui est assez courte vu qu'elle n'a que 6 épisodes, je vous conseille Un couple parfait. Après c'est un thriller donc il n'y a vraiment rien de nouveau sous le soleil. C'est une sorte de Big Little Lies. Si vous l'avez déjà vu, il y a aussi Nicole Kidman dans cette série. Je dirais que c'est donc une sorte de Big Little Lies mais un peu plus léger, sans les thèmes qui étaient abordés dans Big Little Lies. Je pense que ça appartient au spoiler, donc je ne dirai pas de quoi Big Little Lies parle, du moins le thème de fond. Après, je veux être claire, ce n'est pas la série du siècle. C'est une série qui se laisse regarder, même si à certains moments je trouve qu'il y a quelques longueurs. Je pense qu'ils auraient pu faire 4 épisodes, même si 4 épisodes c'est très court. Mais en 4 épisodes ou même un film aurait suffi du moins à couvrir l'histoire. Mais comme je l'ai dit, ça se laisse regarder et je pense que parmi toutes les séries dont je vais parler aujourd'hui, c'est celle qui est le plus grand public, celle où il y a moins de gore, où il y a moins d'éléments tragiques, donc pourquoi pas. On va maintenant parler d'une des séries que j'aime beaucoup
Il s'agit de Midnight Mass de Mike Flanagan. Lors de la durée de sa collaboration avec Netflix, Mike Flanagan nous a offert de véritables chefs-d'œuvre. Je pense particulièrement à The Haunting of Hill House. Il y a aussi eu The Haunting of Bly Manor. J'ai moins aimé cette série, mais je dois dire qu'il y a l'un des épisodes les plus tristes que j'ai vu de ma vie. Il me semble que c'est l'épisode 9. Et vraiment, je n'étais pas bien pendant... Enfin, à ce moment-là, je n'étais déjà pas très bien. Mais cet épisode m'a vraiment mis un coup au moral parce que c'est vraiment d'une tristesse inouïe. Nous avons ensuite Midnight Mass, puis nous avons eu The Midnight Club, il me semble, et l'année dernière, nous avons eu la dernière série en collaboration avec Netflix. Il s'agit de The Fall of House Usher, qui reprenait divers contes d'Edgar Allan Poe. Cette série devrait énormément plaire à Joe Carroll de The Following pour ceux qui ont suivi cette vidéo. Et donc, maintenant nous allons parler tout simplement de Midnight Mass, qui pour moi est un véritable chef-d'œuvre et sans doute la série la plus réussie de Mike Flanagan chez Netflix. Dans Midnight Mass, nous allons suivre la vie des habitants d'une île qui se retrouvent bouleversés quand un nouveau prêtre arrive. Ce nouvel arrivant apporte avec lui bien des mystères, mais pas que. Si jamais vous décidez de regarder Midnight Mass, vous devez savoir que c'est une série d'horreur avec des éléments surnaturels sur fond de fanatisme religieux. Oui, on parle de religion et plus particulièrement de fanatisme. Dans cette série, c'est un sujet qui n'est pas pour tout le monde, je le conçois. Après, le mystère dans la série est assez évident, on comprend très vite où est-ce que Mike Flanagan veut nous emmener. Ce n'est pas la série la plus surprenante que vous allez voir, mais je trouve que la fin vaut vraiment le coup en fait. Il y a un monologue fantastique et vraiment, si jamais vous décidez de la regarder, gardez à l'esprit qu'on va parler de fanatisme religieux. Je veux vraiment insister parce que ce n'est pas pour tout le monde. Puisqu'on parle de fanatisme religieux, on va y rester avec la série Salem. Si je devais résumer Salem en une seule phrase, ça serait des sorcières à l'ère puritaine. C'est une série de 3 saisons de 13 épisodes qui a été diffusée entre 2014 et 2017, il me semble, sur la chaîne américaine WGN America et qui a été créée par Adam Simon et Brandon Braga. La série se déroule dans la fameuse ville de Salem, tristement célèbre pour ses procès contre les sorcières à la fin du XVIIe siècle. Dans la série, nous sommes à Salem à la fin du XVIIe siècle, sauf que les sorcières sont belles et bien réelles et elles comptent bien prendre le contrôle de la ville, en particulier Mary Sibley, qui veut se venger des puritains. Sauf que ses plans se retrouvent bouleversés quand son grand amour, John Alden, revient en ville, bel et bien vivant. Si vous voulez regarder de gentilles sorcières, vraiment, passez votre chemin, parce que vous ne les trouverez pas dans Salem. Dans cette série, les sorcières sont beaucoup plus sombres. Elles n'hésitent pas à profiter de la paranoïa de la ville, elles veulent se venger, elles veulent le pouvoir. Donc vraiment, si vous voulez quelque chose de cosy, ce n'est pas pour vous. C'est pour un public averti, il y a énormément de scènes gore, il y a aussi des termes très délicats qui sont abordés. Donc vraiment, pour un public averti. Je trouve les 3 saisons vraiment fantastiques. L'évolution de Mary Sibley, mais aussi de Hannah Hale. J'ai pas envie de spoiler, mais vous allez voir que c'est très intéressant de voir comment ces 2 femmes évoluent et comment leurs chemins se croisent et se séparent aussi. Je n'ai pas envie d'en dire plus parce que on parlerait de spoiler, mais vraiment, j'aime beaucoup l'évolution de Mary. Vu que la série oppose notamment les sorcières aux puritains, vous doutez bien aussi que la religion est évoquée dans cette série. Personnellement, j'ai aussi beaucoup aimé l'histoire entre Mary Sibley et John Alden. Je sais que ce n'était pas le cas de tout le monde. Il y a aussi Lucy Lawless qui débarque dans la saison 2. C'est une série que j'aime beaucoup, mais encore une fois, on parle d'éléments très délicats. Il y a aussi pas mal de scènes de gore.
public plus qu'averti. Je vais maintenant vous parler de la dernière série que je vais vous conseiller pour une série où on sort. Il s'agit d'une série qui est encore en cours de diffusion, contrairement aux autres. Et la série est Interview with a Vampire, ou Entretien avec un vampire en français. C'est une série qui pour l'instant compte 2 saisons. Enfin, 2 saisons sont sorties et la troisième ne devrait plus tarder, il me semble. Et elle est diffusée sur AMC depuis 2022. Comme son nom l'indique, c'est une adaptation du roman d'Anne Rice, Interview with a Vampire, mais aussi de sa saga The Vampire Chronicle. Un film était déjà sorti en 1994 avec Brad Pitt et Tom Cruise dans le rôle de Louis et de Lestat. Si vous avez vu le film, vous pouvez très bien regarder la série, puisque il y a pas mal de différences qui fait que l'expérience n'est pas la même, je dirais. Donc pour moi il n'y a pas de problème à avoir vu le film et à regarder la série. On ne développe pas la même chose sur 2 heures de film que sur une quinzaine d'heures de télévision. Juste pour préciser, les 2 premières saisons de la série correspondent au film Entretien avec un vampire. Et je crois que je ne l'ai pas précisé, mais le showrunner de cette série est Rollin Jones. Pour faire un bref résumé de l'histoire, nous sommes en 2022 à Dubaï, quand Louis de Pointe-du-Lac raconte à nouveau son histoire à Daniel Malloy après une première tentative en 1973. Louis, qui est un vampire depuis le début du XXe siècle, va raconter sa rencontre et son histoire avec Lestat de Liancourt et Claudia. C'est une série qui a une ambiance totalement gothique. Elle contient du gore, trigger warning aussi. Elle parle de sujets très délicats, notamment d'abus. Comme je l'ai dit, les 2 premières saisons correspondent au film. Il y a pas mal de différences, par exemple, le moment où Louis se fait transformer. Dans le film, il me semble que c'est au XVIIIe siècle. Ici, on est au début du XXe siècle à la Nouvelle-Orléans. Il y a également l'âge de Claudia qui est légèrement différent. Dans le film, elle doit avoir une dizaine d'années, elle doit avoir 10, 11 ans, je ne sais pas s'il mentionne son âge. Tandis que dans la série, c'est une adolescente de 14 ans. Elle demeure toujours une enfant et je sais que certaines personnes étaient un peu contrariées qu'elle soit un peu plus âgée. Mais je peux comprendre tout simplement pour pouvoir avoir une actrice un peu plus âgée pour lui faire tourner certaines scènes qui auraient été complètement indélicates si ça avait été une enfant plus jeune qui aurait dû tourner ces scènes-là. Et si je ne dis pas de bêtises parce que je n'ai pas lu les romans, mais il me semble que dans le roman d'Anne Rice, Claudia est encore plus jeune, elle a 6-7 ans, quelque chose comme ça, et je ne pense pas qu'on aurait pu caster une actrice aussi jeune pour tourner les scènes que l'actrice de Claudia a dû tourner. Donc je comprends le choix en fait d'avoir vieilli un peu Claudia, mais elle reste toujours une enfant. Je vous conseille vraiment cette série si vous aimez tout ce qui touche aux vampires, si vous aimez l'ambiance gothique ou même l'ambiance de la Nouvelle-Orléans, si vous n'avez pas forcément peur du gore, que vous n'êtes pas... Après le gore, on est d'accord, on est sur quelque chose de gore, mais c'est pas plus gore que True Blood par exemple. On est sur une chaîne du câble américain, donc oui, on peut se permettre plus de choses, mais il y a quand même des limites. Si vous avez pu regarder True Blood, vous pouvez regarder Interview with a Vampire. Après, il y a encore le trigger warning pour tout ce qui touche à l'abus parce que on a affaire à une relation abusive. Personnellement, je trouve qu'ils ont fait un travail fantastique, que ce soit au niveau du scénario, que ce soit au niveau des acteurs, au niveau du décor, même de la musique. Il faut savoir que j'ai toujours aimé toutes les œuvres qui parlaient de vampires. J'ai vu énormément de séries, je pense notamment à True Blood, Dracula, The Vampire Diaries, que j'ai déjà évoqué dans cette vidéo. Et je trouve vraiment qu'ils sont pas surinventés parce que la plupart du mythe du vampire qu'on a aujourd'hui vient de Dracula, mais aussi d'Entretien avec un vampire d'Anne Rice. Je trouve vraiment que la série est très prometteuse et qu'ils ont fait un travail formidable. J'ai hâte de voir la 3e saison. J'espère qu'ils vont garder
le niveau en fait, qu'ils vont garder le niveau de qualité que ces deux premières saisons ont eu. La première saison se passe à la Nouvelle-Orléans et la deuxième à Paris. Voilà, je pense pas que ce soit un spoiler. N'hésitez pas à me dire si vous avez vu le film et si la série vous intéresse. Si jamais vous avez vu toutes les séries que j'ai déjà évoquées pour cette vidéo, je peux quand même vous recommander des séries telles que Only Murders in the Building, You, ou encore la série Slasher qui pour le coup est un véritable slasher. J'ai vu que la saison 2, il me semble que c'est la saison 2, celle où ils sont dans une cabine, enfin dans un chalet à la montagne. Et vraiment, je pense qu'en termes de gore, c'est ma limite. Ouais. Donc c'est la saison 2, il me semble, de Slasher. Forcément, il y a les autres saisons d'American Horror Story. Je peux aussi vous recommander The White Lotus, qui est un thriller à regarder si vous avez bien aimé, par exemple, À couteau tiré, Knives Out avec Daniel Craig. Il y a également les séries cultes mais qui contiennent énormément de saisons comme The Walking Dead, qui pour le coup est assez gore. Enfin, je sais pas. Elle m'a souvent mis mal à l'aise, mais je n'ai pas vu toutes les saisons. Je crois que je me suis arrêtée à la saison 7 ou 8. Il y a aussi The Vampire Diaries. Pour le coup, ce n'est pas au gore. N'hésitez pas à me recommander des séries en commentaire. J'espère que cette vidéo vous a permis de vous détendre et pourquoi pas aussi de trouver des séries à regarder pour Halloween ou pour un peu plus tard. Il faut savoir que ce n'est pas le seul genre que je regarde, je précise. En ce moment, je regarde Grace and Frankie et je pense bientôt aussi commencer à regarder la nouvelle saison